Timing parfait. Salut tout le monde là. Je suis dans le milieu de la formation expert analytique en expertise, bien sûr. Et je présume que tu as un diplôme aussi, n'est-ce pas? Ouais, on est tous un peu experts en expertise. L'important, c'est l'aplomb. Être sûr de vous, en toutes circonstances. Surtout quand vous savez que vous n'y connaissez rien et que vous avez tort. C'est ça qui est bon. Bon, comme d'habitude, on a eu une bonne semaine. Quoique, la semaine a été plutôt calme. Ah, ça va surtout être la semaine SpaceX quand même un petit peu. Hein. Voilà, c'est compliqué. Hein. Hop, attendez, je regarde. Ah, je regarde si mon merdier est prêt. Ouais. Bon, on va faire un petit peu le... Oh oui, alors, regardez ça, RFA. Ouais, vous vous rappelez Rocket Factory d'Augsbourg, un des micro-lanceurs, une des compagnies qui voudrait bien rentrer sur le marché des micro-lanceurs européens. On a aussi Isar Aerospace, qui n'ont pas tiré leur Spectrum depuis 6 mois, alors qu'elle passe son temps au pad. Et RFA, il y a 1 an, avait cramé son premier étage au pad. Bah là, voilà son nouveau premier étage. Voilà, ils nous ont pas montré une seule photo, je crois que c'est les moteurs Helix qu'il y a dessus. Et visiblement, leur premier étage est entièrement intégré. On espère qu'ils vont pas... Alors leur pad il est aux Orcades, au nord de l'Angleterre. Donc ça va peut-être repartir pour les Orcades, en espérant un premier vol. Qui vont être les premiers Européens en orbite? Je suis incapable de vous le dire. Faudrait déjà qu'ils essaient de tirer. Parce que pour aller en orbite, faut tirer, vous voyez. Faut pas juste avoir une fusée au pad. Le record pour le moment d'altitude doit être la Spectrum qui est montée à 200 mètres avant de s'écraser et de retomber. On verra qui va battre le record de la Spectrum. Peut-être que ça sera RFA One, hein. Ou alors peut-être que ce sera la nouvelle Spectrum, on l'espère. Mais ouais, c'est... Voilà. Bête, hein. Bête, hein. Donc on a hâte de voir ça au moins au pad. Hein, on a hâte de voir ça au pad pour que ça essaie de voler. Comme dit, il y a un marché à prendre. Hein. Rocket Lab étant monopole mondial. SpaceX, je crois, ne prend plus de commandes après 2028 pour ses missions transporteurs. Donc potentiellement, il y a un marché qui est bien présent sur les 3-4 années à venir. Mais c'est pas un micro-lanceur. Si. Alors si, la RFA One, bon, c'est un peu plus gros qu'un micro-lanceur, d'accord. Mais c'est pas une Falcon 9, tu vois. Donc ouais, on verra bien. On verra bien. Et... Moi, je suis sceptique, hein, ça doit se voir. Hein. Ils lancent fin du mois Spectrum. Mais ça fait 6 mois qu'ils doivent lancer la Spectrum. Ça fait 6 mois qu'ils doivent tirer la Spectrum. Ils y arrivent pas. Les Orcades sont en Écosse. Ouais. Ouais, bah, c'est le Royaume-Uni, non? La dernière fois que j'ai regardé l'Écosse. Donc c'est un peu l'Angleterre. Voilà. Donc ouais, écoutez, moi, le spatial européen, on a 20 ans de retard. Et je suis convaincu que c'est pas ce qu'il faut faire. Peut-être que j'ai tort, on verra bien. En tout cas, il tire pas. Il tire pas, et tant qu'il tire pas, bah, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de business. Et basta. Voilà. Donc on verra bien. Je leur souhaite de la réussite. On veut que tout le monde réussisse. Mais c'est vrai que je suis ni optimiste ni confiant par rapport à ce que je vois. Tout est trop lent. Et il tire pas. Il faut tirer. Il faut tirer. Et c'est pas grave si vous échouez. Mais il faut au moins tirer pour échouer, pour voir ce qui va pas. Là, ils tirent même pas, quoi. Et quand ils l'amènent au pad, ils crament leur pad. Si au moins ils détruisaient pas leur pad, mais en plus ils détruisent leur pad. Au moins la Spectrum, quand elle est tombée à côté du pad. Hop là. Qui est RFA, Rocket Factory, Augsbourg. Une autre compagnie allemande qui fait du micro-lanceur. Voilà. Donc ouais, bonne chance à eux. Et on espère la voir... bientôt au pad. Hein. On espère bientôt la voir au pad. À propos, Rocket Lab. Rocket Lab, on n'a pas tant que ça vu au pad. Après, je pense que Rocket Lab est à capacité maximum de tir. Comme ils récupèrent pas les fusées, vous voyez, Rocket Lab, bah forcément, ils sont limités sur le nombre de tirs. Ils peuvent pas, comme SpaceX, tirer 3 fois par semaine. Ils tirent des fusées neuves, ils récupèrent rien. Je pense qu'ils considèrent pas que c'est rentable de récupérer les premiers étages. Ils avaient essayé de récupérer un premier étage, ils avaient même remis à feu un premier étage.
mais même un moteur Rutherford. Mais je pense que financièrement parlant, ils se sont rendus compte que c'était pas intéressant de les récupérer. Et c'est vrai que bah ils sont limités au nombre de tirs. Donc là, ils tiraient pour Strix. Compagnie, alors c'est le nom de la constellation japonaise, Strix. Je crois que ça devait être le 10e vol, d'où le nom d'ailleurs du merdier. Ils tiraient de Maya, la péninsule de Maya. 5, 4, 3, 2, 1. De nuit, elle bête, hein. Ouais, ils ont la belle vie, hein, Rocket Lab. Il n'y a aucune autre compagnie de micro-lanceurs aujourd'hui sur Terre. Il n'y a que SpaceX qui leur vole leur goûter avec les missions transporteurs. Mais on sait que SpaceX va commencer à... Si Starship rentre en service cette année, et c'est pas improbable que ça arrive, ils vont commencer à ralentir le rythme de la Falcon 9. Et ils vont commencer à dégager les missions les moins importantes, les missions transporteurs et tout. Tens across Donc the il y a board with Electron's un launch business off the pad for Synspective's 10 out of 10 mission from LC1. Ça part de Nouvelle-Zélande là, We're c'est... now 42 seconds in the flight and approaching our first Ils ont deux pads, Max Q. ils ont deux pads Rocket Lab. Aerodynamic pressure. Un en Nouvelle-Zélande, Maya, un autre à Wallops, en Virginie, pour les missions avec les Space Force. D'ailleurs, ils avaient tiré pour les Space Force la semaine dernière. Une mission rapide où les Space Force testent la réactivité de la compagnie en leur donnant une charge utile en moins de 24 heures. Ils doivent tirer, ils doivent intégrer et tirer en moins de 24 heures. On a vu Firefly faire ça, on a vu Rocket Lab faire ça. Donc ouais, là, ça déploie une petite constellation de CubeSat. Il faut du réutilisable. C'est pas si simple que ça de faire du réutilisable. C'est compliqué, ça coûte cher. Il faut être ultra dynamique, ce que les Européens ne sont pas malheureusement. Attendez, comme je dis, de nuit, on voit pas grand chose, mais... On va aller voir la séparation des tâches. Et l'électron est super fiable maintenant. Après, pour des micro-lanceurs, le réutilisable, je pense pas est nécessaire. Je pense pas que le réutilisable soit rentable en fait. Le problème du réutilisable, c'est que si ça coûte plus cher que ce que ça vous rapporte, bah, c'est une perte en fait. Et je pense que Rocket Lab s'est rendu compte que c'était pas intéressant de réutiliser les électrons parce qu'elles coûtent déjà pas cher. Et qu'elle est peut-être trop petite. C'est une énorme logistique de réutiliser, de remettre en état, d'avoir une flotte, parce que vous devez aller récupérer le merdier. Et on les a vus tester avec des hélicos, on les a vus tester avec des parachutes. Et je pense qu'ils ont fait les maths. Et les maths leur convenaient pas. C'est pour ça qu'on voit pas de électrons être réutilisés. Parce que je pense que la fusée est réutilisable. De tout ce qu'on a vu, en tout cas, sur plusieurs années. Donc ouais, un vol réussi, hein. Rocket Lab, ils sont bien, hein. Et ça donne en termes de... Vous voyez, là ils ont tiré de Maya. Ah, ils avaient aussi tiré, mon erreur, ils n'avaient pas tiré de Wallops. Donc ils ont tiré 2 fois du même pad en une semaine, Rocket Lab. Ils ont tiré le 19 juin pour les Space Force. Intéressant qu'ils aient tiré pour les Space Force depuis Maya. Très intéressant. Je savais pas qu'ils avaient le droit. Très très curieux. Incroyable. Ils ont tiré depuis la péninsule de Maya pour les Space Force. Peut-être parce que c'était un vol d'urgence. Donc les Space Force ont dit, vous tirez d'où vous voulez, c'est un test. Essayez de tirer. Techniquement, vous n'avez pas le droit de tirer pour les Space Force en dehors du territoire américain. Peut-être pour l'orbite, non. Ils ont eu des gros contrats pour la construction de satellites de défense FLAC et de missiles pour 3 milliards, donc ils ont des thunes pour continuer de produire. Ouais. Le problème, c'est que l'anneutron leur bouffe ses thunes, tu vois. Ils développent quand même un gros lanceur qui est l'anneutron. Et c'est comme SpaceX. On voit passer des énormes contrats, mais comprenez que cet argent, il est brûlé très rapidement par les investissements. Voilà. Kérosène, non, pas une histoire de kérosène, les mecs. Ah, tu sais de quel ergol? Oui, c'est du Kerolox, absolument. Titi Von Kom a raison, c'est du Kerolox. Classique. Kerolox. Kérosène, oxygène liquide comme la Falcon 9. C'est une question de loi que techniquement les Space Force n'ont pas le droit de tirer en dehors des États-Unis. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont installé un pad
aux États-Unis pour récupérer des contrats. Test de mission d'urgence, c'est ça justement. Le Victus Ace qu'on voit là, tu vois, le vol 90. Eh, pas mal la Electron au niveau fiabilité. Regardez ça. Impressionnant, hein. Leur dernier échec, c'était en 2023. En septembre 2023. Presque 3 ans. Ça fait 3 ans qu'ils tirent sans aucun problème. Ils ont une belle fusée, hein. Ah, ils ont une belle fusée, hein, les coquins. Impressionnant. Et le fait qu'ils soient en situation de monopole, regardez leur carnet de commandes. Et ils ont en plus aced ils ont encore des missions. Non, ils ont un sacré carnet de contrats. Mais ils considèrent que c'est pas une fusée d'avenir. Ils veulent partir sur la Neutron le plus rapidement possible pour des raisons financières. La charge militaire aurait été envoyée depuis les États-Unis jusqu'en Nouvelle-Zélande très probablement. Très probablement. Après, je crois que c'était un satellite fait maison, hein. Regarde. Il me semble que c'était un satellite fait maison. Rocket Lab, voilà. Rocket Lab a reçu un contrat afin de designer, construire et lancer un satellite de démonstration technologique pour les Space Force. Pour les forces de réponse, c'est quand même très intéressant. Une fois que le vaisseau, donc le satellite a été construit, la mission est rentrée dans une phase de hot standby, donc c'est-à-dire qu'on est en attente, tout prêt, en attendant l'ordre de lancement. Rocket Lab avait seulement 24 heures de notice des Space Force pour lancer leur satellite. Donc ils étaient avec tout prêt, en attendant que les Space Force mettent le feu vert. D'accord? Très intéressant. Dans la phase de gros investissement, ouais, ça coûte horriblement cher pour Rocket Lab. SpaceX a des reins aussi très solides, mais faut voir ce qu'ils construisent, SpaceX, quoi. Pour le coup, la Neutron est une petite fusée comparée à Starship. Mais c'est des compagnies ambitieuses qui ont... Personne ne veut rester sur du micro-lanceur. C'est malheureusement pas assez rentable. Voilà. Donc ouais, mais ça n'empêche que, en attendant, ils continuent de tirer, d'acquérir d'expérience, de former du personnel et de faire rentrer du cash. Parce qu'il faut faire rentrer du cash pour faire tourner la boutique. Voilà. Donc ouais, voilà le marché sur lequel les Européens voudraient bien rentrer. Les Européens voudraient bien, RFA, Isar Aerospace, est-ce que Orbex ils sont toujours là, je sais pas, Maya Space, Latitude. Ça fait beaucoup de compagnies européennes qui voudraient bien cette part du gâteau. Bon courage à eux, parce que ça va être très très difficile, parce qu'en plus le gâteau ne sera pas rentable. Non seulement ils vont être nombreux pour un gâteau pas rentable, et il faudra se servir des acquis pour passer sur une fusée plus grosse le plus rapidement possible. Personnellement, je pense que il y a peut-être une compagnie en Europe qui va réussir. Je suis incapable de vous dire qui, et je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Ils pourraient tous faire faillite. Parce que c'est juste trop d'argent par rapport aux investissements et de cash flow disponibles en Europe. Il n'y a pas assez de fric pour faire ça. Personnellement, je le pense. Ok. Donc ouais, une bonne semaine pour Rocket Lab. Une bonne semaine. Et... Alors attendez, on va passer à la minute Starship maintenant. On va passer à la minute Starship. Il y a des choses à dire, comme toujours. On a eu... SpaceX ne dort jamais, hein. Ils ont eu une grosse semaine. La semaine dernière, je vous avais parlé de Starfall. Ah merde, il me l'a pas mis, attendez, putain, le con. Je vais aller le rechercher. Starfall, qui était une... qui passait un peu sous les radars, mais qui était rien d'autre qu'une capsule industrielle de réentrée. Alors, ils ont tiré aussi du Starlink. Hop, voilà, mission Starfall. C'était très intéressant parce que, comme dit, c'était un vol en interne. Mais d'habitude, on est habitué à avoir du Starlink en interne. Vous allez voir la gueule de la Falcon 9, elle est dans un état. Oh, c'est génial. Voilà. Donc ouais, c'est une capsule de réentrée. C'est comme pour le chemin de fer, les premiers deviendront énormes et écraseront les retardataires, c'est pareil à ce point. On est sur des mécaniques un petit peu similaires que les premiers qui ont pris les risques, qui ont débroussaillé et qui ont réussi vont faire des efforts pour manger ou écraser la concurrence. Donc ouais, on avait Starfall. Donc c'est une capsule de réentrée comme Varda. J'ai souvent parlé de Varda.
j'ai montré aussi tout leur vol. Et je pense que ça a dû grincer des dents chez Varda quand ils ont vu que SpaceX voulait faire quelque chose d'assez similaire et peut-être empiéter sur leur plate-bande. Et là, vous aviez donc, c'était il y a une semaine, SpaceX. Aujourd'hui, nous testons un nouveau véhicule de démo qui permettra d'avoir de l'accès à de la microgravité pour des recherches scientifiques, de l'activité industrielle en orbite. Et après une zone contrôlée, le véhicule fera une réentrée dessus l'océan Pacifique. Donc on a eu hop, c'était il y a quelques jours, une semaine je crois, Starfall. Hop, une Falcon 9 au pad avec donc notre. Vous noterez, regardez la gueule des coiffes. Vous les voyez comment elles sont sales les coiffes. Alors, comme toujours, il y a des gens qui traquent ça. Alors, c'était le booster, c'était la 29e utilisation du booster. Une des coiffes, c'était son 36e vol. Il y a des coiffes qui ont plus, des demi-coiffes qui ont plus de vols que de Falcon 9 ont volé. Et une autre, 24 fois. Et il y a un mec que je suis, regardez, là vous aviez les deux coiffes. Bah ouais, ils ont tout un programme de récupération de coiffes qui leur a fait économiser des milliards depuis qu'ils l'ont. Hein. Ça coûte cher les coiffes, hein, vous savez. Et regardez, vous avez les deux coiffes, donc SN212 et SN152 avec toutes les missions. Regardez la gueule des coiffes, ils les nettoient jamais, ils s'en foutent. On a des 36 vols quoi, pour la coiffe de droite, la SN152. Donc ouais, ça décoiffe, ouais, exactement. C'est très très impressionnant. Hein, Et comme dit, on se rend pas compte le pognon que c'est. Une coiffe, je crois que c'est 10 millions de dollars, je crois. Ça va faire 5 millions, 10 millions les deux coiffes. Et ouais, bah ça va vite quand vous commencez à tirer 3 fois par semaine, que vous balancez... ouais, commencez à faire 30 millions de coiffes par semaine. Maintenant, vous faites sur un an, vous faites 150 vols dans l'année. Faites les maths. On arrive vite sur 2-3 ans à plusieurs milliards de dollars. Donc ouais, là vous aviez, voilà, j'ai trouvé ça, je trouve ça toujours dingue de voir on parle généralement des réutilisations de boosters, pas assez des coiffes, qui sont aussi dans l'ombre. Mais ouais, ils récupèrent absolument tout. Donc là, voilà pourquoi les coiffes sont absolument dégueulasses. Il n'y a pas de petit profit, Surtout que c'est T-minus 15 seconds. C'est dans la durée que les profits se font en fait. C'est pas sur une récupération, c'est sur 15, 20. 7, 6, 5, 4, 3, Bon, ils ont tiré au petit matin donc on peut regarder le vol. Hein. 1, ignition, and liftoff. Go Falcon and go Starfall. Propre hein. Vehicle is pitching downrange. Ça fait quand même 180 millions sur celle à 36 utilisations. C'est fou hein. Quand tu commences à faire les maths sur tous les vols de l'année, on parle de sommes folles en fait. On parle de milliards de dollars. Que tu peux réinvestir ailleurs. D'autres compagnies récupèrent les coiffes, pas encore. Pas encore. On sait que Blue Origin voudrait bien récupérer leur coiffe aussi. Mais bon, Blue Origin, on va pas les voir encore avant un bout de temps au pad. Quoique, ils sont confiants qu'ils vont retirer cette année, j'ai du mal à croire. Mais ils ont commencé à bosser, ça bosse chez Blue Origin pour réparer le pad. Vraiment là, on a vu des gros progrès cette semaine. Voilà, matez-moi ça. C'est propre. Hein. Vehicle is supersonic. Donc ouais, c'est juste un vol de démonstration pour Starfall. L'avantage d'avoir des fusées à disposition, c'est que vous pouvez tester vos nouvelles technologies parfois, quand vous en avez une comme Starfall. Alors, on n'a pas vu Starfall. D'habitude, ils nous montrent le deuxième étage, ils nous montrent des photos. Là, ils nous ont rien montré. Donc des gens ont supposé qu'il y avait sûrement d'autres charges utiles à bord, peut-être pour les Space Force, ou des choses que SpaceX voulait pas qu'on voit. Donc malheureusement, on ne verra jamais Starfall. Ou en tout cas, on le supposera plus tard, quand ça rentrera au port. Mais malheureusement, on n'a pas vu de photos du merdier à être largué. C'est dommage. Ouais, des fois sur Twitter, il y a les vieilles vidéos des dirigeants d'Ariane Espace ou de l'ESA qui disaient que réutiliser était impossible ou pas rentable. Faut les laisser dans leur délire, hein. Ils sont pas prêts pour Starship. Hein.
this series of events is set to start in just about 25 seconds from now. Oh là, les prises de vue sont belles. Hein. Eh, l'autre fois, Ariane 6, ils avaient des belles prises de vue aussi. Hein. Je vais leur accorder ça. Ils avaient des belles prises de vue. Allez, petite séparation d'étages. We should be hearing that call out for Miko in just a few moments from now. Hop. Main engine cutoff. Il y en a trois comme ça, 3 vols comme ça par semaine. Hein. Je vous cache pas que voir des Falcon 9 voler, ils ont encore fait voler, je crois hier ou avant-hier, du Starlink, vous voyez. C'est des machines. Hein. C'est pour ça qu'on regarde même plus de Falcon 9 voler. C'est qu'ils ont transformé ça en avion, et bah c'est pas forcément passionnant de voir des avions décoller et atterrir. Hein. J'aime bien, hein, mais bon, oh, les vues. Hein, les vues. Hein. Je crois que c'est le 29e vol de ce booster. Je sais même pas. C'était quoi ce booster? Bon week-end à toi aussi, mec. Je sais même pas c'était quoi ce booster. À une époque, je connaissais tous les boosters. Maintenant, ça vole trop. Mais ouais, 29e vol. Regardez, séparation des coiffes. Et là, vous noterez, ils nous montrent pas le deuxième étage. Donc, plusieurs raisons. Soit, ils veulent pas que les gens voient à quoi ça ressemble. Ce qui est logique. Nouvelle tech, nouveau design. Ils ne veulent pas montrer à des concurrents, aux Chinois, ils ne veulent pas montrer à Varda ce que eux ont designé, ce qui est totalement logique. Ou alors, peut-être qu'il y a d'autres charges utiles, peut-être pour les Space Force ou autre chose, et ils veulent pas le montrer, ce qui est totalement aussi possible, et pour le coup, ils font ce qu'ils veulent. Mais la question se pose toujours, vous voyez. La retombée des coiffes est assez hasardeuse, j'imagine qu'elle flotte, et... Ouais, absolument. Parachute. Parachute à l'eau, géolocalisation, et il y a un bateau qui vient les chercher. C'était dans le Pacifique, il y avait un pêcheur mexicain qui était tombé sur une coiffe par accident, et il y avait le bateau de SpaceX qui arrivait, et le pêcheur mexicain s'était filmé avec la coiffe. On a du mal à se rendre compte à quel point les coiffes sont énormes hein, de Falcon 9, et il y avait le petit paysan, le pêcheur mexicain avec sa petite barque qui était à côté de la coiffe. Incroyable. And this causes the rocket to fly through the engine's exhaust gases, which deposits a layer of soot on the vehicle surface. And this is what gives our flight-proven vehicles their characteristic look. C'est de l'industrie lourde, ouais. Et j'oserais même te dire que c'est du Fordisme. C'est plus de l'orfèvrerie traditionnellement, l'aérospatiale, c'est vraiment c'est de la bijouterie. C'est du travail, individuel de bijouterie. Et SpaceX a transformé ça en industrie lourde de répétition. Ils ont Fordisé l'aérospatiale. Regardez, les vues sont incroyables. Hein. Ça a de la gueule. Hein. Là, 126 km. Il monte encore, hein, le booster là. Vous voyez les kilomètres? Et là, il devrait commencer à descendre. 124, 123. Il commence à descendre. Voilà, il est à 7000 km/h. Donc ils nous ont pas montré le deuxième étage. Ils nous ont pas montré les charges utiles. Ça fait couler, SpaceX fait couler beaucoup d'angles sur Twitter, d'accord hein, il y a des gens qui aiment détester, il y a des gens qui voient des problèmes partout. Mais ça déchaîne les passions, ce qui est une bonne chose. Voilà. Les vols pour les Space Force n'ont jamais de caméra sur le deuxième étage, absolument. C'est généralement, quoi que l'autre fois, on a eu du Starshield, figure-toi, avec des caméras. Il y avait des Starlink, et dessus, il y avait des Starshield. Il y avait les deux, et il y avait des caméras. Et les gens ont noté ça. Peut-être que c'était une erreur, en tout cas, on ne sait pas. Mais c'est voilà, c'était suffisamment curieux pour être noté qu'on n'ait absolument rien vu. Orbite basse, non, une orbite assez classique, pour le coup. Puisque là, la capsule a fait le tour de la Terre. C'est un tir de Floride. Et la capsule, après, est re-rentrée quelques heures plus tard par le Pacifique. Voilà. Donc ouais, une orbite assez basse, sans aucun doute. Comme dit, c'était un vol de démonstration, même si on a su plus tard ce qu'était la charge utile. Ah, ça tombe vite, hein, regardez, 8000 km/h, premier burn, pour ralentir la Falcon 9. Et après, c'est la densité de l'atmosphère. La fusée tombe à la verticale, tombe à l'horizontale, à proprement parler. Et c'est la densité de l'air, plus vous descendez bas, plus l'air est dense. Et c'est la densité de l'air qui va ralentir la Falcon 9.
et ils feront un dernier burn tout à la fin pour l'amener à 0 km par heure. Voilà. On va dire que Musk a poussé au cul de la... Les ingénieurs de Musk voulaient pas faire de la réutilisation parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué. C'est Musk qui a forcé, poussé au cul de ses ingénieurs pour amener la réutilisation. Ouais. Stage 2 terminal guidance. 23 km, ça descend vite. Hein. 3600 km par heure, 18, météo magnifique, dessus l'Atlantique. As a reminder, you can follow the telemetry at the bottom of your screen. As those engines ignite, you can look at the bottom right-hand side, and you can also. Si ça vous intéresse, vous avez Eric Berger qui a écrit 2 bouquins sur SpaceX. Donc pas le SpaceX d'aujourd'hui, mais le SpaceX des tout débuts, quand c'était compliqué, et le SpaceX de quand ils ont lancé la Falcon 9 et réutilisé pour la première fois, ou quand ils ont récupéré la première fois la Falcon 9. Donc vous avez 2 bouquins. Le Re-entry, c'est sur la Falcon 9, et vous avez un petit peu. En interne, personne ne voulait faire de la récupération dans le cas. Ils étaient déjà contents d'avoir une Falcon 9 qui vole. C'est incroyablement complexe de rallumer des moteurs comme ça. C'est ce qu'il y a de plus dur dans l'aérospatiale, c'est éteindre un moteur et le rallumer. Vous voyez, vous ne voulez pas éteindre un moteur et le rallumer. Le moins possible. Et ce qu'ils font là, c'est un challenge technologique que quasiment personne n'a été capable de résoudre. Et ils le font avec une facilité maintenant. On a l'impression que c'est simple, mais il y a des raisons que tout le monde se casse les dents sur la réutilisation. Et là, regardez ça, ils vont le poser tranquille. 29e réutilisation, quoi. Hein, c'est... Hop là! Le machin fait 50 mètres de haut. Hein. Magnifique! Regardez ça! 29e mission, normalement il est blanc le booster, vous voyez, mais à force, à chaque fois qu'il redescend, il passe dans sa propre plume. La plume, c'est du kérosène brûlé et de l'oxygène liquide brûlé, et le kérosène salit. Plus un booster est vieux, plus il devient noir, à cause de la plume de kérosène. Ça paraît simple, ça paraît très très simple. Donc lui, c'était son 29e vol pour une mission démonstration à la con. Très intéressant. On a su plus tard... regardez, hop. Non, voilà, ça c'était Starfall. Regardez! C'est des gigatrolls, hein, moi je vous le dis. Hein. Quand c'est un vol test comme ça, vous savez pas trop ce que c'est, mais vous voulez tester des choses. Mais vous pouvez pas demander à une compagnie de mettre du pognon là-dedans. Donc ils testent un truc en interne. Il s'avère qu'à Starbase, il y a une brasserie. Et c'est pas leur premier coup d'essai. Nous sommes excités à l'idée de vous annoncer notre deuxième mission, Microbrasserie 2, sur la mission démo Starfall de hier. La mission portait une charge utile composée de plusieurs démonstrateurs de notre brasserie, une douzaine de différentes sortes de yeast, de levures, des levures à vin, voilà, van yeast, voilà. Et les mecs ont testé. Nous avons aussi inclus quelques plantes texanes appelées boubonnettes, blablabla, pour sûrement des levures sauvages, voir comment elles s'adaptent. Donc ils ont peut-être même mis un mini brassin pour voir si c'est possible de voir comment les levures se comportent en orbite. Et voilà, c'est le successeur de notre mission Microbrasserie 1 et One Mission que nous avons... ils avaient déjà testé l'année dernière, ça à bord de l'ISS. Ils avaient... pour permettre aux astronautes de faire de la bière en orbite. Voilà, ils avaient amené un wort, yeast, voilà, les deux ingrédients nécessaires pour lancer une fermentation, pour voir si c'était possible de faire de l'alcool et étudier comment les levures se comportent en microgravité, pardon. Blabla. D'ailleurs, voilà, la mission Oasis a aussi permis de faire pousser les premiers de la culture. Alors, les Chinois ont aussi fait pousser du riz à bord de Tiangong, leur station spatiale à eux. Ils ont fait pousser du riz, vous voyez. C'est génial. Hein. Donc là, ils ont seulement testé, comme dit, il fallait mettre quelque chose dans Starfall, et il n'y avait pas grand chose à perdre. Hein. Des levures et compagnie,
Voilà, donc à Starbase, c'est une ville, mais ils ont aussi une brasserie. Ça se trouve, c'est même des employés qui tiennent ça. Hein. Allez savoir, hein. C'est peut-être un hobby de certains employés. Donc, Starfall est bien réentré dans le Pacifique et est rentré au port. Donc, malheureusement, on espérait que ça soit totalement dévoilé. Mais déjà, c'est là. Ça a l'air en un morceau, en bon état. SpaceX s'est bien gardé, comme je dis. Ils veulent pas qu'on voit ce qu'il y a là-dessous. Hein. Et je pense que c'est des questions de design. De design et de tech. Ils veulent pas que Varda voit ce qu'il y a là-dessous. Ils veulent pas que les Chinois voient ce qu'il y a là-dessous. Ils veulent garder ça un tant soit peu, j'oserais pas dire secret, mais discret. Ce qu'on peut comprendre, hein, c'est de la new tech. Hein. Vous savez, il y a personne qui fait ça aujourd'hui. Hein. À part Varda. Il y a que Varda qui a réussi avec succès à ramener des capsules comme ça. Et des capsules industrielles. Donc ouais, voilà ce que ça donnerait, vous voyez, par rapport à ce qu'on connaît. Hop là. Par rapport à ce qu'on connaît du merdier, ça donnerait ça à peu près, ouais. On sait que ça ressemble à ça, mais personne n'a jamais vu une capsule Starfall. On a vu que des artworks. C'est chiant, hein. C'est chiant, hein. Donc ouais, sympa. Et peut-être que c'est qu'une question de temps avant qu'on voit une vraie capsule Starfall. Quand ils estimeront que c'est plus trop secret, ils nous montreront des photos. Bon, pendant ce temps, la minute Starship, là. Vous savez que le vol 13 se rapproche. Hein, on a le booster B20 qui reçoit ses moteurs. On attendait la semaine dernière S40 au pad pour son feu statique. Pour finir, il y allait cette semaine. C'était il y a 3 jours, je crois. S40, les mecs. Le booster du vol 13 qui part au pad pour faire son feu statique. On espérait un feu statique à 6 moteurs. Sacré monstre. Hein. Sacrée cadence de fabrication aussi. Alors ça, c'est pas le booster, hein. C'est le ship. Le ship fait 50 mètres, le booster fait 75 mètres. Le booster, là, il reçoit ses moteurs. Là, le ship est presque petit par rapport au booster. C'est déjà des monstres. Ouais, ils l'ont amené, comme toujours, en pleine nuit. Hop là. Et mater un peu la taille du monstre. Ça, c'est amassé. On voit que là, c'est pendant Sûrement, ils ont fait un spin test prime. Un spin test, c'est quand vous... avant d'allumer vos moteurs, vous faites un test de voir si vos moteurs fonctionnent bien sans les allumer. C'est-à-dire que vous simulez tout. Donc, vous chargez les ergols et vous appuyez pas sur le bouton, mais vous faites quand même circuler les ergols dans les turbopompes, d'accord? Mais vous allumez pas. Systématiquement, SpaceX fait ça désormais pour ses chips et ses boosters. Donc ça, c'était sûrement quand ils ont fait un spin test le jour d'avant. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'ils font systématiquement un spin test et après le lendemain, ils font un feu statique selon ce qu'ils ont besoin en fait. Et donc là, c'était pendant le spin test. Donc là, on voit les tuiles du bouclier. Hein. C'est ça qui rentre dans l'atmosphère en premier. L'autre côté n'a pas de tuiles. Et ça, c'est le simulateur. Ils ont maintenant un simulateur pour jouer avec les flaps et tout ça, pour simuler une réentrée. Donc on sait pas trop ce qu'ils ont fait. Enfin, si, on sait maintenant, mais... Attendez, on va... Ils ont fait un feu statique, mais pas ce qu'on attendait. Ils ont pas fait un feu statique à 6 moteurs. Ils ont allumé... vous allez voir, tac. Donc ça, c'était hier, je crois. Hier, avant-hier. Hop. Les tuiles noires, c'est le bouclier thermique, absolument. Donc c'est ça qui rentre dans l'atmosphère, tu vois. C'est là où ça va être le plus chaud. Donc ça, c'est la baie moteur. Vous avez les 3 Raptor Airvac qui sont faits pour optimiser pour le vide spatial. Vous avez les 3 moteurs centraux qui, eux, peuvent pivoter. On a vu que dans le vol 12, ils avaient perdu un des Airvac. Ils ont compensé avec les 2 autres. L'important, c'est de ne pas perdre un des moteurs centraux. Et hop. Donc quoi, ils nous ont fait un feu statique à un moteur qui correspondrait à, en fait, quand une déorbit burn, c'est quelque chose qu'on les a vu faire 1 ou 2 fois. On aurait aimé les voir faire ça pendant le vol 12 pour des raisons de sécurité, ils n'ont pas dû le faire. Ils n'ont pas pu le faire. Et là, ils ont fait 12 secondes de burn.
avec le... là, je vous le remets. Avec le moteur, un des Raptors central. Soit recouvert de bouclier. Wow, c'était avant... C'était... Non, non, non. Ça a toujours été la même chose. Littéralement... Là, ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y a plus de bouclier. Sur les Raptors V3, il n'y a plus de bouclier qui englobe tout. Il n'y a plus de bouclier, il n'y a plus de protection. C'est magnifique. Donc ouais, ils nous ont fait un vol, un infostatique unique avec un moteur. Ouais, ça a de la gueule, hop, comme ça. Vous voyez, ça c'est le Rio Grande qu'on voit, c'est le Mexique de l'autre côté. Et ouais, ils ont fait 12 secondes. Donc ça simule en fait une manœuvre en orbite. Et bah, on était un peu curieux que, ouais, on s'attendait à ce qu'ils le fassent, mais on s'est dit qu'après ils allaient faire un feu statique aujourd'hui. Ils auraient fait un... Bah tiens, regarde, tu vois le bouclier là? Tu vois le bouclier, il est de l'autre côté. Donc le bouclier a toujours couvert... Tu couvres qu'une seule face. La face qui est exposée à la réentrée. Tu veux pas couvrir l'entièreté du chip. Tu veux couvrir le chip de tout ce qui est exposé. Tu vois? Si tu couvres que le haut de la fusée, le bas de la fusée, il va être à poil. Donc le bas de la fusée va cramer dans la réentrée. Donc ils ont toujours couvert une face du chip. Voilà. Mais ça, rappelez-vous, c'est le chip, c'est pas le booster, les mecs. Le booster n'a pas de protection. Donc je pense que c'est Mystique la Malice, tu dois penser au fait que tu vois le booster et le chip au-dessus. Là, c'est que le chip. Le booster, il est au hangar. Voilà. Donc là, c'est simplement le chip, S40, c'est son nom, qui fait ses essais. Donc on se serait dit, aujourd'hui, il va faire son feu statique à 6 moteurs. À notre grande surprise, SpaceX nous surprend toujours. Il est rentré. Il est rentré. SpaceX avait l'air content pourtant. Il est rentré au hangar. Regardez la Giga B là, en train de poser le dernier étage de la Giga B. Après ça, la Giga B aura atteint son niveau maximum. Donc S40 est rentré au hangar, à notre grande surprise. Alors, il pourrait y avoir plusieurs raisons à ça. Swap de moteur. Ils sont peut-être pas contents avec de la data de moteur. Ils ont peut-être vu des choses qui leur plaisaient pas, qui doivent être corrigées. Sans aucun doute qu'ils vont faire un feu statique à 6 moteurs. Donc là, il va peut-être rentrer. Ils vont faire quelque chose la semaine prochaine. Et ils vont le renvoyer. L'avantage de ce système, c'est qu'ils sont incroyablement flexibles. Ils peuvent vraiment balader. C'est une chance incroyable en termes de logistique qu'ils ont, mais ils l'ont développé. De pouvoir balader un tel monstre. Normalement, vous ne pouvez pas déplacer des fusées aussi facilement. Et là, ils ont juste leur petit chariot et ils ont vu quelque chose qui ne leur convienne pas. Ils prennent pas le risque. On renvoie. On va résoudre le problème et on va le renvoyer faire un feu statique à 6 moteurs. Donc sûrement qu'on va... on va le revoir. Peut-être dans une semaine ou 2 semaines au pad pour faire un feu statique à 6 moteurs. Parce que là, ils n'ont pas fait la séquence d'allumage de décollage. Ils ont fait une autre séquence en orbite qui ne correspond pas à la phase de décollage. Et ils veulent absolument tout tester. Voilà. Ouais, les anciens feux statiques et les Raptors étaient vraiment blindés, mais bien sûr. Parce qu'ils avaient vraiment... on a du mal à imaginer à quel point tout était blindé, avait dans des carapaces et tout. C'est juste que maintenant, avec le Raptor 3, ils ont redesigné et ils gagnent de la place. Hein. Dès que vous devez enlever du poids, vous avez un gain de poids et on a vu qu'ils partaient beaucoup plus vite lors du vol 12. C'était lié entre autres qu'on a un nouveau moteur. Ils ont eu un gain de poids totalement dingue. Et ça se ressent... Il y a combien de moteurs dans la fusée? Donc tu as le booster, dessous, 33 moteurs. Et tu as le chip qu'on a là, 6 moteurs. Là, c'est le même moteur, mais qui n'est pas optimisé pour le même rôle. Les 3 moteurs du centre sont optimisés pour au niveau de la mer. Et ce qu'on appelle des airvacs, c'est les Raptors qui sont faits pour fonctionner dans le vide de l'espace. C'est eux qui ont une très très grande tuyère. Voilà. Mais c'est techniquement parlant le même moteur. Voilà. Donc au total, ça te fait 39 moteurs. C'est énorme. Hein. Pour ça que tu veux récupérer la fusée, plutôt que la casser à chaque fois. Donc ouais, très intéressant de voir ça. Et ça avance bien. Je pense qu'on verra peut-être le booster... Ils doivent commencer à s'améliorer, à mettre les moteurs, mais on pourrait peut-être avoir le booster d'ici 2 semaines au pad pour son feu statique. Les moteurs sont réutilisables. Ils les ont déjà réutilisés.
Pas les V3, mais les V2. Ils ont combien de taux de réutilisation, les moteurs? Je pense que eux-mêmes ne le savent pas. Eux-mêmes ne le savent pas. Ils vont sur... Comme les Merlins. À la base, la Falcon 9, elle devait être réutilisable que 2 fois. Ou 3 fois. T'aurais dit aux ingénieurs de 2016 qu'aujourd'hui, on aurait des Falcon 9 à 35 réutilisations. Ils t'auraient pas cru. Et on est en territoire, les mecs, totalement inconnus. Et même chez SpaceX, ils ne savent pas combien de réutilisations sont possibles sur un Raptor. Ils ont des suppositions, mais ils ne savent pas. Voilà. On voit un booster et un Starship le long du bâtiment. Ouais, c'est des vieux. C'est des vieux, mec. C'est des reliques du V2 que tu vois là. Tu vois? C'est des vieux Starship. Ouais, ils en produisent tellement qu'il y en a certains parfois qui sont passés à la trappe. Et c'est des vieux Starship, tout simplement. Oui, il y a une fermeture de route pour un trajet du site à prod aujourd'hui. Je crois qu'il y en a même 2, figure-toi. Il y en a même 2, mais c'est sûrement c'est pas lié à S40. Ou alors, je refuse de croire qu'ils aient réussi à régler ce qu'ils avaient à régler sur S40 aussi rapidement. C'est chaud quand même. Peut-être, hein. Voilà. Construire les moteurs, c'est long, 1 par jour. Les stats de la NASA, c'était 1 par jour avant qu'ils ouvrent une deuxième ligne d'usine. Je te dirais qu'ils en font 2 par jour maintenant, potentiellement. 1 à 2 moteurs par jour. Leur cadence est totalement folle. C'est des malades. Donc ouais, on avait des belles photos. Regardez ça. Donc ça, vous voyez? Là, vous avez la face qui rentre dans l'espace, qui rentre dans l'atmosphère, pardon. Ça chauffe. Et là, vous avez la face qui n'est pas dans l'atmosphère. Voilà pourquoi vous avez ce bouclier. Le bouclier. Alors nous, on suit le bouclier là depuis des années. Le bouclier, il est super clean, quoi. Regardez ça. Toutes les tuiles sont mises à la main. Ils font ça vite, hein. En fait, ils construisent... En même temps, ils mettent les tuiles, vous voyez. À chaque fois qu'ils assemblent un nouveau... Tout est fait par stack. Vous voyez, ils empilent tout ça. Tout est tout le temps, tac, 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 tac. Ils font pas d'abord le chip et après ils mettent chaque tuile une à une. Tout est fait par tranche. Et tout est assemblé par tranche. C'est du Fordisme. C'est très impressionnant. Ils ont beaucoup bossé sur ça. Voilà. Toutes les fusées de SpaceX utilisent les mêmes moteurs. Non. Les Falcon 9 qu'on a vu tout à l'heure utilisent du Kerolox, qui n'est pas le même type d'ergol. SpaceX utilise du Metalox, méthane liquide, oxygène liquide. D'ailleurs, ils ont commencé à creuser, les mecs, un pipeline. Ils ont commencé à creuser le pipe qui part de Brownsville, du port de Brownsville, en direction de Starbase, en sûrement 6 mois de travaux. Et ils auront un pipeline pour amener du méthane. Et ils auront sûrement aussi dans 6 mois leur séparateur d'air pour avoir de l'oxygène liquide et de l'eau. Ils vont plus avoir besoin de beaucoup de camions. Ils vont tout faire désormais directement sur place. Voilà. Très intéressant. Comme je dis, ils veulent beaucoup tirer. Tout ce qu'on voit là est un signe qu'ils veulent beaucoup tirer. Mais pour beaucoup tirer, il va falloir beaucoup d'ergols. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'amener 130 camions citernes par jour, quoi. Donc ouais, ils vont commencer à tout faire sur place ou directement par pipe. Voilà. Là, ils ont... Personne d'autre fait ça. Hein. Comme je dis, c'est... Et je vois personne d'autre faire ça à une telle échelle. Les Chinois, je pense... Là, il y a une longue marche 10 qui doit voler et ils vont tenter leur première récupération d'une longue marche 10 en juillet. Il y a un monde où les Chinois, je vous l'ai dit, hein, cette année, les Chinois, ils vont récupérer une fusée. Je sais pas qui, mais ils vont en récupérer une. Ils ont plusieurs candidats dans les starting blocks. Mais il y a un monde où la longue marche 10, je suis très positif qu'ils vont la récupérer en juillet pour la première fois. Et bah, ça mettra les Chinois en 2015. Voilà, il y a plus de 10 ans. Mais ils vont monter en puissance plus vite que SpaceX. Sans aucun doute. Mais Starship est... c'est hors norme. C'est simplement hors norme. Voilà. Donc ouais, belle bête. Et voilà à quoi ça ressemble. Hein. Au pied de la Giga B. Donc là on voit bien, là, c'est la partie... Hop là. J'ai vu des pattes qui se construisent, ouais. Mais il y a déjà pas mal d'infrastructures en place. Dark Falgar.
Ils sont plus proches de zones industrielles et compagnie. Mais oui, ils vont même, tu sais, devoir construire peut-être, j'ai vu des mecs qui en discutaient, construire un massé. Tu vois, bah, massé où ils testent, où les a vus tester S40, ils vont peut-être devoir construire un massé directement à Cap Canaveral pour pouvoir tester booster et ship directement là. Ouais, il y a encore beaucoup de choses à construire. On va reparler de Cap Canaveral. Voilà. Pourquoi les Chinois montent en puissance plus vite? Parce que le débroussaillage a déjà été fait. Par exemple, Blue Origin est allé incroyablement vite à tirer, récupérer, retirer et récupérer. Beaucoup plus vite que SpaceX. La raison, c'est que SpaceX ont été les premiers à faire ça en partant de zéro. Le savoir-faire a dégouliné et Blue Origin est allé beaucoup plus vite que SpaceX parce que ils ont profité de choses qui existent, qui ont déjà été mises en place. Et j'ai aucun doute que les Chinois vont aussi profiter de ça. Et c'est toujours plus dur quand vous êtes le premier. Quand vous êtes le premier à faire quelque chose, c'est toujours extrêmement difficile. Mais quand vous passez après quelqu'un, c'est plus facile. Le chemin a déjà été un peu aplani. Vous savez que c'est possible. Et pour le coup, SpaceX sont en tête dans ça. Mais j'ai aucun doute qu'on a vu Blue Origin et que les Chinois vont combler ce retard très rapidement. Sauf que SpaceX continue de combler son retard dans d'autres domaines en même temps. La récupération aujourd'hui c'est acquis chez SpaceX. Ils ont déjà fait revoler un booster de Starship. C'est... En gardant, je crois, il y avait 30 moteurs. C'était un V2 certes, mais ils avaient déjà refait voler un booster avec 30 moteurs d'origine, quoi, ou 29. Mais c'est... Comme il dit, c'est... Ils continuent de toujours pousser, quitte à casser. Casser le risque. Voilà. La cadence va être dingue, la cadence va être folle, mec. Les gens sont pas prêts pour la cadence de Starship, et la cadence va arriver très très vite. La cadence va arriver très vite. À propos de cadence, on va aller, comme je dis, là, tout ce qu'on voit c'est au Texas, c'est à Boca. Hein, mais on va aller voir un petit peu... hop, sur Google Earth. On va aller voir sur Google Earth, parce qu'il se passe des choses très intéressantes pendant le merdier, là. Et comme ils ont mis les photos satellites à jour, donc je le répète à chaque fois, mais c'est important de répéter. Donc là, tout ce qu'on voit, Donc Massé, vous avez vu les photos du feu statique, là, hein, ils l'ont fait ici, vous voyez. Ça, c'est leur pad d'essai. Vous avez la frontière avec le Rio Grande, donc le Mexique est là. Et là, vous avez le pad de SpaceX où ils testent S40, d'accord. Donc ça passe par la route, hein, regardez, ils baladent ça par la route. C'est des routes publiques. Il y a des mecs qui vont bosser le matin. Ils croisent un Starship. C'est totalement dingue quand on y pense. Le mec, il va bosser, puis il croise Starship. La plupart des êtres humains, ils n'ont jamais vu une fusée, encore moins une fusée réutilisable. Là, les mecs, ils vont bosser, ils gueulent parce que le Starship fait un bouchon. Voilà. Et donc, le ship, il fait tout ça par la route. Hop là! Regardez ça. Et il arrive. Oh là là, regardez, ils ont mis la gigabé. Oh, ils ont mis à jour les photos. Ça, c'est récent, les mecs. Hein. Ça a quelques semaines. Hein. J'avais jamais vu. On voit les blocs de travail. La photo, les mecs, elle a quelques semaines, même pas. Là, vous avez la Star Factory, où ils construisent tout. D'accord? Là, vous avez les 2 mégabits où ils stackent. Et regardez la gigabé. Il y a sa sœur jumelle en Floride qui est plus avancée. La photo, je dirais qu'elle a même pas une semaine. Voilà où ils vont tout faire. Si vous regardez bien, on voit les blocs de travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 blocs de travail. Sachant que là, il y a maximum 3-4 blocs de travail dans chaque. D'accord? Ils vont probablement tripler leur capacité de travail dans la gigabé. Donc c'est ça qu'on voyait en construction. Si certains n'avaient pas fait gaffe. Je vais vous remettre... ça devait être celle-là, je crois. Regardez. Vous la voyez derrière? Ça, c'est le dernier étage. Ils ont bien avancé cette semaine. C'est ce qu'on voit là. 1 tir par jour. C'est chaud, 1 tir par jour. 1 tir par semaine. 2 tirs par semaine. Donc ouais,
là, vous avez donc notre gigabé en construction. Donc là, notre S40, il est rentré dans une DB ici. Je sais pas laquelle. Et là, vous avez les pads. D'accord? Hop, ils suivent la route. Et voilà nos deux pads. Donc là, le pad A, les photos ont été mises à jour. Regardez, on voit la nouvelle tranchée. Donc ça, c'est l'ancien pad de Starship, où ils ont fait 11 vols. Donc ils construisent 12 Starships en même temps ou 12 étapes de travail. C'est des postes de travail. Comprends qu'ils vont pas juste construire 12 Starships en même temps. Les Starships sont pas construits là en fait. Ils sont assemblés, mais les Starships à proprement parler sont... Merde. Je suis à Brownsville là. Les Starships sont assemblés dans la Starbase. Dans la Star Factory. Tu vois ça, ce gigantesque bâtiment, on s'en rend pas compte. C'est là-dedans qu'ils font toutes les étapes de travail. Et après, ils les stackent, ils les empilent là-dedans. Donc le but de cet gigantesque bâtiment va être non seulement de continuer à stacker, continuer à en produire, mais en plus de les récupérer. Rappelez-vous que tout ça est réutilisable. Les boosters, ils vont revenir. On a déjà vu les boosters revenir se poser. Ils vont revenir, donc il faudra les entretenir. Donc là, le but non seulement est de doubler, voire tripler la surface de travail, non seulement pour continuer à en construire, mais en plus pour entretenir la flotte existante. Stacker et stocker, ouais. Stack, stock, entretien. Ça va demander énormément de place. Et il leur fallait ce gigantesque bâtiment. Et ils ont le même en Floride. Ils ont le même en Floride. C'est ça le truc. Donc ouais. Donc là, vous avez les deux pads. Vous avez les deux pads. Donc lui est en train d'être converti en pad V3. C'est l'ancien pad V2. Ils ont cassé la table orbitale. On voit qu'ils ont commencé à creuser la tranchée. Donc là, le pad, aujourd'hui, le seul pad actif de Starship, c'est lui. Voilà, le pad, je l'appelle le pad B. Eux aussi, d'ailleurs. Pad B. Pad B, je dirais que le pad A est à 1 an d'être complété. Donc voilà pour les infrastructures les infrastructures à proprement parler du Texas. À long terme, ils auront 2 pads ici. 2 pads opérationnels dans 1 an. 2 pads, c'est énorme. Hein. Et je pense pas qu'ils auront plus. Mais on sait qu'ils ont de l'ambition. Et là, on va basculer maintenant à Cap Canaveral, au Cape. Voilà. Le Cape qui est le lieu historique où tout le monde tire, les navettes spatiales, Saturn V. C'est long de construire un pad. Bah écoute, on va mettre le chrono. Puisque là, SpaceX a déjà un autre pad de Starship en phase finale de complétion. Voici le pad 39A. Lui, là, est à, je dirais, 2-3 mois. Il y a un monde, je le répète depuis 1 an, on aura un Starship au pad ici. Peut-être pas pour tirer, mais je pense maintenant qu'ils vont tirer peut-être le vol 15. Ils vont peut-être tirer de la Floride. Totalement dingue. Mais on a ce pad qui est quasiment prêt. Donc ça ferait un 3e pad, donc un 2e. Avant la fin de l'année, il est totalement opérationnel. Ils sont là, ils sont en train de le fignoler. Et donc ouais, ça fait déjà 3 pads. C'est énorme. Mais au même moment, on sait qu'ils ont toutes les autorisations. On va aller un petit peu au sud. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer. On va aller à George Road. Vous reconnaissez le bâtiment? Oh là là. Vous reconnaissez? C'est le même qu'au Texas. Encore une gigabé avec 12 postes de travail. Ils vont faire tout l'entretien ici. C'est des bâtiments absolument monstrueux. Hein. Ça fait presque 100 mètres de haut. Lui est quasiment terminé déjà. Ils sont en train de finir de mettre les plaques noires de blindage. C'est propre. Et on sait que il y a un autre pad qui nous intéresse. Voici le pad, l'ancien pad de ULA, le pad 37, potentiellement 37A, 37B. Et vous allez voir, vous voyez ici on voit pas grand chose. Là pareil, parce que cette photo est vieille. Ça fait déjà plusieurs semaines que je vous montre à quel point ça c'était cette semaine. Voici le pad 37A. Vous avez vu que construire un pad de Starship de zéro, vous allez construire une gigantesque tour, une gigantesque tranchée. La tour est là. Vous noterez qu'il y a déjà 2 tronçons demi. Le 3e est ici. Tous les tronçons restants sont là.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 9 tronçons sont là. Et quand on zoome, parce qu'il y a des gens sur internet qui font que ça, zoomer. Voilà. La grue est gigantesque. Hein. Vous vous rendez peut-être pas compte de la taille du treuil. Il est même pas assez haut le treuil pour atteindre le dernier étage de la tour. Ils devront mettre une extension du treuil pour qu'il puisse aller aussi haut. Et donc là vous avez, je crois que le troisième a déjà été stacké, hein, ils ont dû stacker hier. Elle sera finie, la tour là, elle sera finie dans 1 mois. Je vous parie que fin juillet la tour est entièrement stackée. Ils empilent ça comme des Lego. Hein. Et très intéressant, derrière la tour, des yeux avertis, la tranchée est en train d'être construite. Ils font tout en même temps. Ils font tout en même temps. C'est quelque chose de nouveau. Généralement, ils faisaient la tour, puis après la tranchée. Là, ils en ont rien à foutre. Donc là, vous avez les débuts du nouveau pad, du deuxième pad à Cap Canaveral, ce qu'on va appeler le pad 37A. On a 39A, 37A, sachant qu'ici, il y aura vocation à avoir 2 pads. Il y aura 37A qui est en construction, 37B qui sera de l'autre côté. Ils ont largement la place pour mettre 2 pads et une ferme orbitale. Donc là, ils vont faire, au total, on va être à 3 pads. Le vol 13 sera tiré de Floride. Non. Le vol 13, on a vu S40. Il y avait un gros pari sur la date du vol 13 sur le lieu de lancement. Faut arrêter de traîner sur Polymarket, mec. Tu vas perdre ton argent. Le vol 13, il décollera de Starbase, d'accord? S40, là, c'est lui le vol 13. Hein, c'est notre engin. Lui, il va décoller de Starbase. Et il va décoller, je parie, fin juillet. Fin juillet, entre le 15 et fin juillet. Donc ouais, évite de traîner sur Polymarket. Tu vas te cramer le cerveau, mec. Au mieux, peut-être le vol 15. Une pièce sur le vol 15. Une pièce sur le vol 15. Une pièce sur le vol 15 en octobre. Novembre. Vol 15, novembre, depuis Cap Canaveral. Pas impossible, ouais. Mais non, pas plus tôt. Pas plus tôt. Il y a trop de choses à tester. Ouais, c'est ça. Ils commencent à avoir beaucoup d'expérience. Vous avez vu qu'ils construisent pas un pad. Ils en construisent plusieurs à la suite. C'est les mêmes équipes qui font ça. Ils commencent à être très très bons. Et pareil pour creuser les tranchées. Les mecs qui ont fini l'autre pad, donc les mecs qui ont fini... Windows, tac. Les mecs qui ont fini ce pad-là, on leur a dit on peut partir en vacances? On a fini le pad? Non. Vous allez en recommencer. Flight 15 for refueling. Très bonne question. Ils pourraient se coordonner pour tirer 2 Starships en même temps, mais je pense qu'ils vont pas avoir le hardware. Il faut qu'ils récupèrent des boosters. Il faut qu'ils commencent à récupérer des boosters pour pouvoir faire 2 tirs simultanés. Mais ouais, c'est pas improbable que fin d'année, décembre ou alors janvier, février, on ait un double tir de Starship. Un du Cape, un du Texas, pour faire du ravitaillement. Ça va être on vit une époque incroyable. C'est quoi les longs tubes blancs? C'est les réservoirs d'oxygène liquide et de méthane. Tu vois, il faut des quantités absurdes de méthane liquide et d'oxygène liquide pour tirer un Starship. Tu les stockes quelque part. Ce que tu vois là, c'est ce qu'on appelle la ferme orbitale. Tu vois, la ferme là, regarde bien le design de la ferme. On va retourner au Texas. Tu vas voir la même. Starbase. Hop. Regarde ce qu'il y a là. Hop. Voilà nos réservoirs. Tu vois? Il faut... C'est ce que je répète souvent, Starship n'est pas important. La fusée en elle-même n'est pas importante. Perdre un Starship, c'est pas grave, vous avez vu qu'ils les font rapidement. Détruire le pad, péter ça, c'est un an de travail. Péter la ferme orbitale, c'est une catastrophe aussi, d'accord? Les infrastructures au sol sont plus importantes que la fusée en elle-même. La fusée, c'est pas grave. Ça, péter ça, c'est $1 milliard. Voilà. Ils fabriquent leur carburant sur place. Pour le moment, ici, il est amené. Tu vois? Là, le carburant, tout est amené. Même l'eau est amenée.
l'eau, le méthane liquide et l'oxygène liquide sont amenés. Ce qui pose problème. Donc regarde, tu vois ça? C'est un séparateur d'air. Tu vas pouvoir faire ton oxygène liquide, ton eau et ton azote directement sur place. Et là, il est en train d'être construit. Séparateur d'air en construction. Et il s'avère que... tu vois ça? Vous savez ce que c'est ça, les experts du chat? Est-ce que certains reconnaissent la forme, se rappellent de ma minute géopolitique sur le méthane? Est-ce que vous savez ce que c'est ça en construction à Bronzeville? La dinguerie, là, en construction. Ça vaut plusieurs milliards de dollars, les mecs. Hein. C'est des investissements générationnels. Hein. J'avais parlé du boom texan, du gaz naturel. Ça, c'est des trains de méthane liquide en construction. Raffinerie, nanana. C'est un train de méthane. C'est un train de méthane. Et Starbase, là, ils ont commencé la construction cette semaine officiellement d'un pipeline pour amener directement le méthane d'ici à la source. Directement à Starbase, en ligne droite. Là, ils vont passer dans le merdier, là, dans la mangrove. Et ils vont venir directement pomper le méthane dans le train de méthane liquide. Ouais. Donc, entre le séparateur d'air et le méthane, ils auront plus besoin de camions. Et c'est vrai qu'ils en ont bien besoin parce que là, la route n'est pas adaptée à la quantité qu'ils ont. Pourquoi les constructions en néo ne sont pas plus loin? Tu veux les mettre où? Tu te rends compte qu'ils sont extrêmement limités en place. Hein, c'est déjà une dinguerie sur un espace aussi petit qu'ils aient été capables de poser 2 pads, un séparateur d'air et une ferme. Ils sont incroyablement limités en place. Et chaque mètre compte. Donc ouais, ils ont fait le choix. Tu noteras que... Alors là, ça se voit pas bien, mais il y a un énorme mur de protection. Mais c'est vrai qu'on les avait vus à la base, il y avait des réservoirs verticaux. Ils ont détruit tous les réservoirs verticaux. Les réservoirs avaient pris cher lors du vol 1 de Starship, quand ils avaient pulvérisé leur pad. Qu'est-ce que tu appelles un train de méthane? J'ai fait une minute géopolitique sur le méthane liquide au Texas. Sur le gaz naturel au Texas. Tu vas voir. En plus, c'est d'actualité et tu vas comprendre. Je t'explique ce que c'est qu'un train de gaz naturel. Donc ouais, c'est des sacrées infrastructures. Hein. Donc déjà ça, c'est gigantesque, mais ils vont faire plus que ça en Floride dans les 2 prochaines années. Sauf désastre ou problème majeur, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Dans 3 ans, ils ont 5 pads. Voire même peut-être dans 2 ans. Dans 2 ans, ils ont 4 pads. Dans 3 ans, ils ont 5 pads. Parce qu'on va avoir 2 pads ici et on va suivre les chantiers avec énormément d'intérêt de ce qu'ils font à Cap Canaveral. Voilà. Donc ouais, c'est une dinguerie. C'est les plus gros travaux logistiques de l'histoire de l'aérospatiale, ce qu'on a là. D'accord? Et ça coûte une blinde. On parle de milliards de dollars. Ils sont en train de cramer. Ils sont en train de cramer le bordel par les 4 bouts. Parce qu'ils bossent jour et nuit. Et on voit que ça va vite. On voit que ça va très vite. Et ils sont all-in sur Starship. Vous comprenez que Starship n'a pas d'économie. Hein, Pépé, je peux... Non, t'as bien fait, mec. T'as bien fait, t'inquiète. Starship n'a pas d'économie. Donc, c'est ce que je dis souvent. SpaceX, ils sont tarés. Hein. Ils sont all-in sur Starship. Totalement all-in. Pourquoi les sites sont près de la mer? Il n'y a pas des risques de destruction à cause des ouragans et des tempêtes. Si, si. Si, si. C'est pour ça que la gigabé de Floride est plus avancée que celle du Texas, c'est qu'ils veulent finir de la couvrir avant l'arrivée des premiers ouragans. Mais le site est parfait pour le tir. T'es au bord de la mer, t'es dans une réserve naturelle, tu fais chier à peu près personne. C'est pas facile de tirer une fusée aujourd'hui. En termes donc ils ont choisi ce site il y a longtemps, et malgré ses défauts, Cap Canaveral est un très bon site de tir. Un très bon site de tir. Mais ouais, c'est pas optimal à cause de la météo. La météo peut être parfois difficile. Ouais. Ils ont des problèmes avec de la météo agressive, des ouragans, entre autres. Mais tu sais que ça existe, tu construis solide. Tu construis solide parce que tu sais que le risque est là. Et t'as toute la data, en fait, pour savoir le danger et compagnie. Voilà. Donc ouais, on suivra chaque semaine l'avancée de la construction du nouveau pad. Comme dit, c'est le 4e pad de Starship. Dites-vous qu'aujourd'hui, on n'a que 2 pads de Falcon 9.
On a que 2 pattes de Falcon 9. Il y a même des risques de submersion. Ouais, écoute, ça fait 60 ans qu'on nous dit que ça va être sous l'eau ici. Le front de mer a pas changé. Je souris. Là, c'est moi qui souris doucement, tu vois. Donc ouais, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Et ça va être passionnant de suivre de zéro la construction du pad. Et ouais, ça va être cool. Sûrement 1 an et demi pour le terminer. En partant de zéro, il va falloir construire le pad, mais il va aussi falloir construire la ferme orbitale. Bah ouais, regardez, c'est un tas de sable, machin. Va falloir construire une ferme orbitale pour pouvoir charger les argols et compagnie. Voilà. C'est quand même dans la position de l'État lui-même. Ouais, écoute. Ça fait 60 ans que j'ai vu des ayatollahs de l'écologie aux US me dire que la Floride, Al Gore et compagnie, qui me disaient que la Floride serait sous les eaux. Hein? Voilà, sans commentaire. Hein. Les Starlink sont tirés depuis quelle base? Alors, les Starlink, ils sont tirés, entre autres... Donc ça, c'est encore un autre pad de SpaceX. Le Launch Complex 40, ici. Avant, ils tiraient aussi du 39. Donc là où il y a l'autre pad de Starship, sauf qu'ils tiraient tellement souvent que ça a gêné les travaux de Starship. Donc ils ont décidé de mettre ce pad en cocon, de tirer uniquement pour les Falcon Heavy. Et sinon, ils tirent depuis Vandenberg. Ils tirent de la côte ouest. Là, on est en Californie. Voilà, Vandenberg. Et on devrait avoir le pad... Oui, le pad de Starship à Vandenberg. Je crois qu'il est là. Peut-être Vandenberg, le Launch Complex, ça doit être celui-là. Là, c'est Firefly. Est-ce que c'est pas ici? Ouais, il tire en tout cas depuis la côte... pour les Space Force, généralement. Ce qu'on appelle Starshield, qui est le Starlink du Pentagone. Il tire depuis Vandenberg en Californie. Donc à l'heure actuelle, la Falcon 9 a 2 pads. 2 pads. Et ils ont un rythme de tir qui est totalement dingo. Hein. C'est des malades. Donc ouais, ça va être dingue de suivre... rien que l'infrastructure de Starship est plus impressionnante que la fusée en elle-même maintenant. Quand on voit à quel point ils construisent comme des dingues. Et ils construisent vite, très très vite. Ils sont très bons à construire. C'est fou. Totalement fou. Hop là, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je crois que j'ai fait le tour. Ah non! Regardez! Donc ouais! Et ça, c'est les chopsticks. Là, vous avez vu, il y a des baguettes hein, pour attraper les merdiers. Bah ça, c'est les baguettes, c'est les chopsticks. En tout cas, un des morceaux du chopsticks du pad 37A. La construction est sous-traitée, donc oui. Pas pour tout. Mais oui, ils passent par des compagnies privées, mais la compagnie, elle fait pas ce qu'elle veut, tu vois. SpaceX, c'est un client qui paye bien, mais un client exigeant. Donc, voilà. C'est de la rouille. Ouais, mais ça, c'est que dalle, la rouille, mec. C'est de la petite rouille, tu vois. C'est de la petite rouille, c'est pas grave. Bah, mec, on est au bord de la mer, hein. Tu sais, le Texas, Floride. Mec, tout rouille, hein. Tout rouille, mec. Absolument tout. Donc ouais, ils sous-traitent énormément de choses au niveau de la construction, mais faut pas que ça slack, quoi. Faut pas que ça slack. Les pièces ont moins d'1 an. Non, celles-là sont beaucoup plus vieilles. Les chopsticks, là, ils sont là depuis un bout de temps. Hein, ils sont là depuis un bout de temps, exposés. Voilà. C'est normal qu'ils fassent un peu la gueule. Mais rien qui me tient un petit coup de disqueuse et un coup de peinture. Voilà, c'est que dalle. C'est littéralement que dalle. Ou sinon Cofoult, tu leur passes un coup de fil, hein, et tu te proposes comme un expert en rouille, et peut-être qu'ils pourront t'engager, et tu pourras leur donner de précieux conseils. Hein. Voilà. Hein. La Chine ne rattrape pas les US dans le spatial. Tu veux dire, est-ce que la Chine rattrapera SpaceX dans le spatial? Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, hein, mais les US, c'est 90% de SpaceX. Hein. Vous enlevez SpaceX, les US n'existent plus dans le spatial, d'accord? On est clair? Ils auraient même pas la capacité d'envoyer des gens dans l'espace, les US sans SpaceX. Ça plaira pas à certains, mais SpaceX, c'est le spatial américain aujourd'hui. Voilà. Dans du coca, mais ouais, un petit coup de coca et c'est parti. Tranquille. Tranquille.
Donc ouais, vous avez vu que ça construit. Hein. Ça construit. Là, ça y est, hein, ils ont passé la cinquième sur le pad SLC 37. Et donc ouais, ça va sûrement tirer, je pense. On verra quand le booster va aller au pad. B20 et S40 pour le vol 13. S40 va sûrement retourner au pad faire un faux statique à 6 moteurs. B20 doit aussi aller faire son faux statique, lui, avec tous les moteurs. Et puis, on vit une époque incroyable. Hein, c'est fou. Hein. C'est fou. Hein. Et là le but de tout ça, c'est de tirer un Starship tous les 2-3 jours d'ici 2 ans. Quand je dis que les gens ne sont pas prêts, l'industrie et les concurrents ne sont pas prêts pour un Starship réutilisable qui va tirer à une échelle comme on a jamais vu avant. C'est assez terrifiant et nous-mêmes on a du mal à imaginer. Mais toutes les infrastructures qu'on voit là, c'est dans cette optique-là. C'est pas juste des beaux rendus. C'est qu'on a concrètement, on voit le résultat sur le terrain. Voilà. Ouais, et puis ils connaissent leur affaire. Hein, ça fait des années qu'ils ont le même climat au Texas en fait. Une fois que vous savez gérer l'eau de mer et le sel, l'iode et c'est pas un problème. Hein. C'est vraiment, ça fait partie du design en fait, et de l'usure du design et de la compréhension de votre design et des conséquences après de quand vous allez travailler avec. C'est plus quand vous avez passé tout le temps en n'étant jamais confronté à ça que ça va poser problème. Mais quand vous êtes confronté à ça depuis le début, c'est absolument pas un problème le sel et l'eau de mer. C'est une contrainte. C'est juste une contrainte. Quel est le climat le plus optimal pour construire une base spatiale? Là où il pleut de l'argent, mec. Hein? Tu vois, Mystique la Malice, quand il pleut du pognon, quand il pleut du cash, c'est l'endroit optimal pour construire une base spatiale. Là où il pleut de l'argent. Parce que là où il pleut de l'argent, t'as pas... Ça résoudra toutes les contraintes. Le fric, les mecs. Tout ce qu'on voit là coûte une blinde. C'est le pognon, les mecs. Cherchez pas à comprendre. Ah, moi aussi, j'aimerais bien visiter Starbase. Hein. Aller en pèlerinage à Starbase, ça serait incroyable. Hein. Pépé qui vlog depuis la Giga B, là, avant de me faire tabasser par les flics parce que je suis rentré en cachette. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. On fera ça la semaine prochaine, hein. On continuera. Hein. On me dit, on espère avoir un nouveau feu statique. Je pense pas qu'on verra B20 en panne. Et sinon, ce soir, on continuera le run avec le Royaume réunifié. Demain, un petit Warlog. Je sais pas sur quoi demain le Warlog. Il faut que je trouve encore. Et sinon, je continuerai en soirée. Le hors-série. Enfin, le hors-série. La mini-série sur la bataille de l'Atlantique. Demain, 20h. Et c'est déjà pas mal. Bon, allez, je m'arrête là. Passez un bon week-end. Bonne soirée. Peut-être à ce soir ou dans les prochains jours. Puis moi, je vous dis, ciao, ciao, salut tout le monde. Bye bye.